Échouée à 30 mètres de profondeur, la Moko Cadiz hante encore la mémoire des Bretons. Le 16 mars 1978, à 20h28, le treuil qui maintient le pétrolier à la dérive se brise. Son ancre trône aujourd'hui face à la mer, sur le port de Port-Salle, la commune la plus touchée par la marée noire, considérée encore aujourd'hui comme l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire. Le lendemain du naufrage de la Moko Cadiz, le 17 mars 1978, les habitants sont réveillés par une forte odeur de mazout. Le pétrolier s'est échoué à moins de 2 km de Port-Salle. Ces tonnes de pétrole brut se déversent dans la mer et souillent les côtes bretonnes sur plus de 300 km. Le 24 mars, le gigantesque bateau se casse en deux. Le navire perd entre 80 et 90% de sa cargaison. À chaque marée haute, la mer vomit du mazout, détruisant la faune et la flore. Des plages noires, des oiseaux englués dans le pétrole, ces images sont ancrées dans les esprits. Et ici, c'était la manif. En 1978, Jean Évin était maire de Ploulers, une commune dans les Côtes-d'Armor. Il a vécu la catastrophe. Jean, c'est l'ami de ma grand-mère, et il aime raconter des histoires. Il témoigne à mon micro, du naufrage jusqu'au procès à Chicago contre la Moko Cadiz. À l'époque, il a 41 ans. Le procès du siècle, des maires bretons contre un géant du pétrole. Ploulers, c'est où par rapport à Port-Salle ? Pour ceux qui connaissent pas la Bretagne. Eh bien, Ploulers, par rapport à Port-Salle, il y a tout le Finistère et une partie des Côtes-d'Armor, donc ça fait quand même une belle distance. Hein. Ploulers est situé près de Lannion pour mieux nous situer, si tu veux. Hein. Et donc, ça veut dire que la marée était tellement gigantesque qu'elle ne s'est pas arrêtée aux côtes finistériennes. Ah, absolument pas, oui, effectivement. Nous... 3 ou 4 jours après le naufrage, on avait donc sur notre grève du Pont-Roux, on avait une couche de pétrole qui faisait, 5-6 centimètres. Hein. À chaque marée, on pompait du pétrole. C'était du pétrole brut qui était ensuite amené à Lannion, où il y avait des wagons-citernes, et ça partait vers les raffineries. Ah oui, on avait vraiment une couche importante. Hein. Tu étais déjà maire quand la marée noire est arrivée sur les côtes de Ploulers ? Absolument, j'étais maire depuis 1 an, puisque j'ai été élu maire en 1977, et le naufrage, donc, 1978. Et c'est quoi tes premiers souvenirs, en tant que maire, de la découverte de la marée noire de la Moko Cadiz ? Oh bien, le premier souvenir, c'est quand je suis arrivé donc à notre grève du Pont-Roux et que j'ai vu cette couche de pétrole sur la mer. Hein. Tout le monde était à la recherche de camions pompes là, et j'ai réussi à en trouver un artisan du nord de la France, puisqu'on avait fait appel à tous les camions citernes là, et il arrivait du nord là, et évidemment tout de suite je l'ai embauché, si je puis dire, pour venir sur le Pont-Roux, où nous allions donc à chaque marée haute pomper ce mazout. Tu peux décrire à quoi ça ressemble le Pont-Roux ? Le Pont-Roux, c'est une grève tout simplement, hein, une petite grève que j'ai sur notre commune. C'est là qu'on découvrait le pétrole. Lorsque la marée descendait, eh bien, il souillait plages, rochers, tout le site, quoi. Et ici, il y a même, puisque nous avons une rivière qui passe sur notre commune, et le Guer était souillé donc jusqu'à Lannion, hein, soit environ sur 5-6 kilomètres. D'accord. Donc toi, à ce moment-là, t'es un jeune maire d'une 40aine d'années, tu découvres ça, il y a un camion citerne qui arrive, et tout de suite tu te dis, il faut faire quelque chose, quoi. Dans quel état d'esprit tu étais, si tu te souviens ? On était tous évidemment catastrophés, hein, quand on voyait l'ampleur du désastre, quand on voyait cette côte-là souillée, on se demandait bien comment on allait pouvoir réparer tout ça. Hein. Alors on a commencé à le pomper quand c'était de marée haute, et ensuite à marée basse, on raclait le pétrole, on faisait des petites tranchées, on déversait là avec des râteaux, des pelles, etc. On déversait le pétrole, avec évidemment sable, goémon, rocher, galets. Alors j'avais trouvé 2 cultivateurs sur la commune qui disposaient de tonalisiers et qui sont venus aimablement donc, et on pompait ce pétrole dans les petites tranchées, et ensuite on avait creusé une grande fosse sur le parking tout proche de la plage, et on allait ensuite déverser tout ça dans cette fosse. Il y a encore du pétrole à côté dans cette fosse-là ? Je pense que non. Je pense que non. Parce qu'ensuite tout ça a été pompé encore,
et déversé pour une bonne partie. D'ailleurs, il y avait un marais là à Trégastel, et je crois qu'il y a une bonne partie de tout ça qui est partie là pour combler ce marais. Tu disais tout de suite, voilà, t'as trouvé 2 cultivateurs, ensuite avec les gens, vous nettoyez la plage, la grève. Tout de suite, une solidarité s'est créée entre les gens, les habitants, les maires aussi, entre eux, des communes voisines. Absolument, c'est-à-dire que on a trouvé quand même pas mal de bénévoles, alors qui ont été équipés d'ailleurs de vestes, pantalons imperméables, bottes, etc. Par l'État. Hein, et petite anecdote à ce propos d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a un couple qui est venu s'équiper de vestes, pantalons, bottes, tout neufs, si je puis dire, et puis ils sont rentrés chez eux. Ah, pour récupérer Ils la ont, tenue, quoi. voilà, ils se sont dit, en cas de pluie, ça pourrait servir. Heureusement, il n'y avait pas... tout le monde n'a pas fait ça, et les gens ont vraiment mis la main à la pâte, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, on a trouvé pas mal de bénévoles. Oui. Et justement, l'État a voulu prendre en main les choses, mais est-ce qu'ils ont vraiment travaillé conjointement avec les maires des communes ? C'est-à-dire, effectivement, tout le monde a été mis en branle, hein, puisque moi, je vois, par exemple, pour les tonalisiers, eh bien, on a fait appel aux tonalisiers à peu près dans tout le pays, hein, et les tonalisiers arrivaient donc par train à Lannion, et là, les cultivateurs en prenaient livraison, si je puis dire, hein. Et puis, bon, ils ont mis à notre disposition le matériel dont on a parlé, les vestes, etc., les pantalons, les bottes, et puis, surtout, l'armée est arrivée sur place, hein, qui a pris une part importante au nettoyage. Donc, on voyait l'armée, des soldats, au centre-ville de Ploulère. Ça devait faire un peu bizarre. Au centre-ville, non, il était sur la grève. Okay. Par contre, comme une voisine, par exemple, je sais, Plomilio, là, il y avait deux ou trois colonies de vacances qui étaient réquisitionnées pour loger les militaires. Et les militaires, ils faisaient quoi, du coup, sur place ? Ils faisaient le travail des bénévoles, dont j'ai parlé, là, c'est-à-dire racler le pétrole, etc. Même travail que les bénévoles. Et toi, en tant que maire, tu t'es bien entendu avec les militaires sur place ? Oh oui, nous, on n'a pas eu de problème, hein. Enfin, si ce n'est, j'avais une auge. Cette auge servait aux pêcheurs du Yodet à faire ce qu'on appelait la bouette. C'est-à-dire, ils écrasaient coques, moules, etc. pour faire de l'appât pour la pêche. Parce que j'ai un port aussi, j'ai un petit port. Et donc, pour le nettoyer, il avait là compresseur, lance, enfin du matériel assez coûteux. Pour ne pas qu'il soit détérioré la nuit ou volé, il y avait 2 ou 3 paras qui dormaient là. Et je sais qu'un jour est arrivé dans mon bureau un gars qui me dit, l'auge a disparu. Et tu sais pas, eh bien, il y a un gradé qui est arrivé le matin au port et qui a dit au para, pourquoi vous l'avez laissé partir? Vous savez bien que je voulais la prendre. Oh, mon Dieu. Alors du coup, j'ai appelé le responsable des militaires sur le secteur et puis je lui ai raconté ce que je viens de dire là, en lui précisant... ce serait dommage que cela arrive aux oreilles de la presse. Oh, certainement pas, monsieur le maire, qui dit pas un mot, qui dit « Je vous donne ma parole d'honneur que cette auge va retrouver sa place ». Et effectivement, l'auge a retrouvé sa place. Les militaires à Ploulère, ils ont bien aimé cette auge, quoi. Absolument. Ils voulaient, paraît-il, l'amener dans la cour de leur caserne. Sa place, c'était au port. C'était à Ploulère, quand même. Voilà. Le procès du siècle, des maires bretons contre un géant du pétrole. Donc après le temps du nettoyage, vient aussi le temps du bilan, peut-être un petit peu économique. Ça a dû coûter cher quand même à la commune. Eh bien justement, enfin le bilan, c'est-à-dire que assez vite on a créé un syndicat mixte là, qui regroupait toutes les communes sinistrées, et on a donc intenté un procès à la MOCO pour demander à être remboursé de tous les frais que cela nous avait occasionnés. Il y a les montants, si l'on peut dire, réels, quoi. Hein. Par exemple, on avait une côte qui a été abîmée par les camions qui descendaient, mais il y a aussi tout ce qui n'a pas pu être chiffré. Par exemple, le long de la rivière, on n'a pas pu chiffrer combien cela nous aurait coûté de nettoyer ça à l'époque. Ce qui fait qu'on avait une note... pour le procès qui était assez conséquente. Puisque pour ce procès, nous avons versé, alors là je vais parler en ancien francs, nous avons payé dans cette affaire 28 millions et on en a récupéré 31.
on est rentré à peu près dans nos billes, quoi. Et donc là, tu parles d'un procès, Jean, mais ce procès, il n'a pas été intenté contre l'entreprise de la Moco Cadiz par le gouvernement français, par l'État français, mais par des maires, par les maires des communes bretonnes, justement. Oui, par le syndicat mixte qu'on avait créé. Tu peux me parler de ce syndicat ? Ah ben oui, le syndicat a été créé et il avait à sa tête Alphonse Arzel, qui était le sénateur-maire de Ploudalmézeau, et le vice-président était Charles Josselin. Et il y avait là deux personnalités opposées politiquement, mais qui certainement ont donné au syndicat sa vitalité et son unité. Il y avait des maires de gauche, des maires de droite, mais tous ensemble se réunissent. Il n'y a jamais eu de problème. Les assemblées générales étaient toujours de grands moments. La partie administrative était généralement assez vite bouclée parce que c'était presque toujours l'unanimité. Et ensuite, alors, on avait un banquet. Évidemment. Alors là, évidemment, c'était chansons, histoire. Enfin, l'ambiance était vraiment très conviviale et joyeuse. Donc cette solidarité entre maires, ça devait faire du bien aussi au moral, quoi. Ah ben oui, absolument. Oui. Oui. Je te dis, les assemblées générales, c'était vraiment de grands moments. Puis Alphonse, il était un meneur d'hommes. Hein. Je me souviens que tu avais une photo où on te voit. Tu te souviens, Oui. il y avait qui à tes côtés ? Maire. Ah ben, à mes côtés, j'avais, comment dirais-je, Pierre Jagoret, qui était député-maire de Lannion, à l'époque, député-maire socialiste. Et c'est par lui, d'ailleurs, que j'ai eu, un beau jour, il m'appelle, il me dit, Jean, il y a François Mitterrand qui veut visiter les sites pollués. Il n'était pas encore président de la République, 3 ans après, il l'était, mais il était évidemment personnalité, il avait été candidat, etc., etc., Et donc, je me suis retrouvé au Yodet avec tout le gratin socialiste. Il y avait là Le Drian, Pinsec, Marie-Jacques, Francis Leblay, le maire de Brest de l'époque. Enfin, il y avait du beau monde. Pas mal. Ouais. Et donc, tu te retrouves avec le futur président à visiter Ploulère, quoi. Voilà. On est juste resté sur la grève. On a un petit peu... Je lui ai montré ce qu'on faisait, etc. Et puis bon, non. Vraiment, les politiques s'emparaient du problème, tu trouves ? Ah oui, absolument, oui. Ah oui, bah, ça a quand même été une catastrophe, vraiment. Je crois que c'est la plus grande marée noire de l'époque. Hein. Avant de partir aux États-Unis, parce que Jean, tu es parti aux États-Unis pour ce procès, tu as manifesté à Paris avec les maires. Ouais. Et vous voulez aller devant l'Assemblée nationale, il me semble, mais vous avez été stoppé par les CRS. Ah oui, absolument. Il y a eu une grande manifestation à Paris qui a regroupé je ne sais combien de personnes. Et donc, on a voulu se rendre d'abord à l'Élysée. Alors là, évidemment, hein, je dis pas. Et puis ensuite, on a voulu aller à l'Élysée, à l'Assemblée nationale. Et là, on s'est heurté, évidemment, sur le pont de la Concorde, à nos amis les CRS qui n'étaient pas du tout disposés à nous laisser passer. Non, vous n'avez pas réussi à... Ah non. Ben, nous, on voulait pas de violence. Hein. Vous vous organisez en syndicat, vous manifestez à Paris et vous portez plainte contre l'entreprise qui possédait la Moco Cadiz, qui était une entreprise américaine. C'était une entreprise de quoi ? De pétrole, du coup ? Ben, oui, c'était, comme tu dirais, Shell, quoi. Hein. Okay. C'était une grosse entreprise pétrolière, absolument. Mais ils ont voulu que le procès se passe en Amérique. Ah, et pas en France. Voilà, voilà. Mais ils ont voulu que cela, je ne sais plus trop pourquoi, toujours est-il que le procès a eu lieu à Chicago. Ouais. Vous aviez un avocat ? D'abord, on a pris des avocats français, Maître Huglot, Lepage, et puis ensuite, alors, on a pris un cabinet d'avocats américains. Donc, vous voilà avec vos avocats en Amérique. Premier voyage à Chicago. Oui, nous sommes allés 2 fois à Chicago. La première fois, nous sommes allés pour l'ouverture du procès. On a passé par New York, on a fait un petit peu de tourisme, c'est vrai, et on est allé à Chicago. Alors je me souviens qu'à Chicago, d'ailleurs, la maire de Chicago de l'époque nous reçoit et elle nous dit, ben voilà, je vais vous offrir une visite de la ville en bus avec pique-nique dans le Royal Park. Enfin, il y a un parc à Chicago. Alors nous voilà donc partis en bus. Elle nous dit, eh bien voyez-vous, ce soir, si vous voulez, je vous offre soit un concert, soit un repas au restaurant qui se situe au sommet de la plus haute tour de Chicago. D'accord. Et que croyez-vous que les Bretons aient choisi ?
Évidemment, le repas. Ça, c'était donc quand on est allé à l'ouverture du procès. Mais là, on n'a pas eu le succès escompté d'ailleurs, parce qu'on a défilé pour aller jusqu'au tribunal. Et puis, il paraît qu'on a été pris par certains, pour des Hollandais, parce qu'il y avait à Chicago un congrès sur le fromage ou je ne sais quoi. Et donc ça, c'est l'ouverture du procès. Comment ça se passe, l'ouverture du procès? La partie adverse avait demandé à ce que tous les maires des communes sinistrées comparaissent. Il y en avait 82, quelque chose comme ça. Et tout ça, c'était pour tenter de nous épuiser financièrement. Parce qu'évidemment, amener à Chicago 80 maires, passer 8 jours, ça a quand même un certain coût. Alors donc, nous avons donc été convoqués à Chicago, et moi, comme les autres d'ailleurs. Ce qui fait que nous avons débarqué là-bas. Heureusement que l'État avait mis à notre disposition Jean-Baptiste Henry. Jean-Baptiste Henry, c'était un monsieur de Plouguiel, qui était ingénieur à l'INRA, et l'État l'avait mis à notre disposition pour nous servir un petit peu de pilote. C'est lui qui nous accueillait. Alors il venait nous chercher à l'aéroport, il nous pilotait. Heureusement d'ailleurs, parce que, bon, le petit gars de Plouguiel ou des petits bleds qui débarquent à Chicago, c'est pas évident. Hein. C'est ça. Le procès du siècle, des maires bretons contre un géant du pétrole. C'est un peu David contre Goliath, cette histoire. Absolument, surtout que là, on avait affaire à des gars qui avaient drôlement préparé leur affaire, hein, puisque moi, à titre d'exemple, quand j'ai préparé mon audition avec mes avocats, ils me disent « Monsieur le maire, il y a un petit problème dans votre dossier, parce que vous notez en frais la réfection de la côte du Pont-Roux, c'est la côte qui menait à la grève, vous la facturez en enrobé, et les experts de la MOCO sont passés sur place et se sont rendus compte que c'était du bicouche. Alors, l'enrobé, c'est ce qu'on a sur les autoroutes, là, et le bicouche, c'est gravier goudron. Alors, ça a un coût de 1 à 3, quoi. Alors, c'est pour dire qu'ils avaient préparé leur affaire. Ce qui fait que quand je suis passé, l'avocat de la partie adverse a dit au président « Objection, votre honneur, nous contestons une pièce du dossier de monsieur le maire parce que, voilà, la route n'était pas en enrobé, mais elle était en bicouche. » Et là, mon avocat a répondu « Objection, votre honneur, nous avons corrigé cette donnée, hein, si je puis dire. Ah oui. » Et moi, j'avais dû, à ce moment-là, évidemment, la veille, téléphoner à mon adjoint pour lui dire « Il faut que tu me trouves le prix du bicouche. » Mais donc ça veut dire que les avocats de la partie adverse de l'entreprise de la MOCO Cadiz, ils étaient prêts à tout pour gagner ce procès. C'était jusqu'à vérifier la route, quoi. Et ils voulaient surtout minimiser un petit peu ce qu'on demandait, quoi. J'ai un autre exemple. J'avais le maire de Kerbourg de l'époque, Gabriel Mazot, qui comparaissait le matin, et on lui présente une photo, parce que dans son dossier, il avait le manque d'amendement marin pour les cultivateurs, manque de goémon. Eh bien, l'avocat de la partie adverse lui présente une photo et lui dit « Est-ce que vous reconnaissez cette grève, monsieur le maire ?» Et sur cette photo, il y avait une charretée, une remorque pleine de goémon. Et le maire avait bien vu que c'était chez lui. Mais il dit non, qu'il dit je vois pas. Eh bien, que dit l'avocat en se tournant vers le président, votre honneur, cette grève est la grève de Kerbourg. Vous y voyez une remorque chargée de goémon, et cette photo a été prise 1 an et demi après la catastrophe, photo certifiée par huissier. D'un côté, ils essayaient de minimiser l'impact aussi environnemental sur les côtes bretonnes, ouais. Et aussi les dossiers des maires. Ouais. Petite anecdote à propos du procès encore. Il y avait j'ai dit tout à l'heure que la commune de Ploumillot, à côté de chez moi, il y avait des militaires dans les colonies de vacances, là. Et le maire, donc, allait leur payer le coup, si je puis dire. Il a mis dans sa facture des factures de Ricard. Et le juge McGar demande Ricard, qu'est-ce que c'est? Alors, le traducteur demande au maire, monsieur le président demande ce que c'est que Ricard. Et André Kreiser lui dit, dites à monsieur le président, Ricard, en France,
c'est un genre de fortifiant que l'on donne aux gens qui ont beaucoup travaillé dans la journée. Et ça a marché, c'est passé? Oui, je sais que nous, ça a marché aussi pour nos bières qu'on avait payées, quoi. On allait leur payer des bières. Oui, il y a certaines choses qui ont marché. Dans la note du président, enfin, quand les notes du procès par la suite, le président met la demande de nourriture consiste en boissons et particulièrement des bières servies au personnel de nettoyage pour la somme de 288 francs. Les partis à Moko se sont opposés sur cette demande, mais la Cour reconnaît la valeur nutritionnelle bien connue qui peut être trouvée dans la bière et la demande est accordée pour 288 francs. Incroyable. Non, pour dire les détails vraiment auxquels s'attachait le président ensuite pour rendre son jugement. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'il parlait de l'impact environnemental quand même? Parce que là, il parle, les avocats de la Moko Cadiz parlent de la bière, de la route, mais il y a eu des kilomètres de côtes bretonnes souillées par leur pétrole quand même. Oui, est-ce que l'impact sur l'environnement a été quand même montré, quoi, démontré? Il a été montré, mais ce n'est pas chiffrable. Comment évaluer ça? Alors là, il n'y avait pas de chiffres, quoi. Le juge a uniquement tranché sur des chiffres. C'est-à-dire, comme je te dis, par exemple, les bières, la réfection des routes, tout ce qui a pu être vraiment chiffré. Parce que les avocats avaient même été ils avaient fait tous les notaires du coin pour leur demander le prix de l'immobilier avant la catastrophe et après la catastrophe. Tout ça pour montrer que tout qu'on fait, ça n'avait pas eu un impact aussi extraordinaire qu'on aurait pu le penser. Ils voulaient minimiser, quoi. Voilà, absolument. Ouais. Mais alors finalement, Jean, dis-moi, il y a eu une première décision, puis il y a eu un recours en appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez eu à la fin? La décision, si tu veux, c'est pour ma commune. Hein, alors, je sais pas, c'est valable pour toutes les communes. Pour ma commune, 28 millions de dépenses, 31 millions récupérés. Voilà. Donc, finalement, l'entreprise a été condamnée. Ah oui, absolument. Ah, oui, lourdement. Hein. Oui, lourdement. Ouais, mais enfin, donc, c'était une entreprise tellement puissante que... Ouais. D'un côté, tu as eu quand même un dédommagement financier. Est-ce que tu étais content à l'époque de ce dédommagement-là? Tu trouvais que c'était assez? Dans un premier temps, non, puisqu'on a fait appel. Et après, on a eu une petite revalorisation. Hein. Alors, c'est-à-dire que, de toute façon, continuer cette affaire... c'était encore s'engager dans des procédures dont on ne connaissait pas l'issue et qui allaient encore nous coûter, évidemment, sur le plan financier. Mais vous, les maires qui se sont battus contre la grosse entreprise américaine, qui se sont rendus aux États-Unis, ça a dû vous rapprocher quand même, au-delà des enjeux politiques, au-delà des valeurs politiques même. Ah ben c'est sûr qu'au syndicat, il y avait tellement une ambiance, comme je t'ai dit... extraordinaire, quoi. On était tous unis, là, il y a jamais eu de problème. Hein. Non. T'as gardé contact un petit peu à l'époque avec des maires d'autres communes Non. Après la marée noire, on a dissous le syndicat et on a créé ce qu'on appelle Vigipol. C'est un organisme qui, justement, est là pour veiller en cas de marée noire, de manière à ce qu'on ait une structure toute prête pour éventuellement entamer les procédures. Les marées noires, malheureusement, après la Moko Cadiz, ça s'est pas terminé. Même si la Moko Cadiz était un bateau gigantesque, il me semble qu'on parle de supertanker. Il y a eu Erika, il y a quelques années. Il y a eu le Tagno, il y a eu l'Erika. Je sais qu'il y en a un, c'était avant la Moko. Hein? Il y en a eu deux avant la Moko, il me semble. Ouais. Pas de cette ampleur. La Moko, c'était pire que l'Erika? Oui, sans commune mesure. Oh, oui, absolument. Mais c'est vrai qu'on est toujours à la merci de ça. Hein. Et toi, t'en penses quoi de ces gros bateaux gigantesques qui longent les côtes bretonnes et avec du pétrole et des produits chimiques dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a évidemment maintenant les deux remorqueurs, l'Abeille France, et puis je crois qu'il y en a un autre là, hein, qui peuvent intervenir effectivement en cas d'avarie de ces bateaux pour ne pas qu'ils aillent s'échouer. Ils vont en mer, ils les remorquent. Hein.
Donc ça, c'est déjà une garantie, si je puis dire. Hein. Pour le reste, évidemment, interdire ces bateaux-là, c'est compliqué. Il faut pas trop rêver, quoi. Hein. Hein. Non. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un avant et un après Amoco Cadiz dans les mémoires, dans la mémoire collective en Bretagne? Certainement que ça a marqué, hein, parce que d'abord, tu vois, création de Vigipol, donc maintenant on est prêt en cas de pollution. C'est sûr qu'il y a eu ensuite les dispositions de prise, je crois qu'au large d'Ouessant, là maintenant aussi, c'est un petit peu plus contrôlé les passages de bateaux. Donc ça a quand même entraîné des mesures. Hein. Et toi, tu continues de témoigner comme ancien maire de Ploulers sur cette histoire? Je continue, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai réalisé avec mon ami Georges Alexandre là, un montage audiovisuel sur mon vécu de l'Amoco. Alors on l'a présenté en public l'autre jour, on a eu un gentil petit succès, et on va aller le présenter à Querbord, parce que Gabriel, le maire de Querbord à l'époque, comparaissait avec moi au tribunal. Tu dois garder des souvenirs assez incroyables de ce procès contre l'entreprise de l'Amoco Cadiz. C'est sûr que pour un petit gars de Ploulers, ça a quand même été une aventure. Hein. Ah oui. Ouais, comparaître devant le tribunal, là-bas, le juge Macquart, les avocats, et puis toujours à l'échelle américaine, quoi. Hein. Ne serait-ce que l'hôtel où on était, où il y avait 1541 chambres, alors c'est te dire que t'avais intérêt à repérer la tienne. T'as pas perdu ta chambre, t'as retrouvé ta chambre. Oui. Le 24 janvier 1992, la Cour d'appel de Chicago condamne définitivement la Standard Oil of Indiana, l'entreprise qui détenait l'Amoco Cadiz, après 14 ans de procédure. Le 25 septembre 2012, la société Total est reconnue responsable du naufrage de l'Erika et condamnée à payer une amende de 315 000 € et 200 millions d'euros de réparation civile. Le pétrolier avait fait naufrage au large de la Bretagne, provoquant une importante marée noire en 1999. Longue de 334 mètres, la carcasse de l'Amoco Cadiz dort toujours au fond de l'eau. Elle est considérée comme la plus grande épave jamais répertoriée au monde. Vigipol, né du syndicat mixte, s'engage toujours pour prévenir les pollutions et protéger le littoral. Il regroupe aujourd'hui des centaines de collectivités, principalement en Bretagne. À Port-Salle, le musée L'Ancre en Néor retrace l'histoire de la catastrophe, pour ne pas oublier et transmettre un message. Plus jamais ça. Selon le média Reporter, seulement 0,5% des marées noires dans le monde ont été déclarées aux autorités en 5 ans.